Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite, et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Et j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mabillot, viticulteur et co-créateur du whisky Mabillot. Issu d'une famille de céréaliers et de viticulteurs, Mathieu se forme dans le domaine du vin avec des études, plusieurs voyages à l'étranger, puis c'est le temps des expériences commerciales, toujours autour du monde œnologique. Mais le retour dans le domaine familial est programmé, en même temps que son frère Renaud, et l'idée des deux frères, c'est alors de construire un nouveau projet alliant céréales et vinification. Ça sera un whisky français berrichon. On a parlé de vin de Reuilly, de distillerie, de cuvée, de transmission, mais on a aussi évoqué le marketing, l'Australie ou Sainte-Lisaigne. Allez, je vous embarque à la découverte de Mathieu Mabillot, un producteur de whisky avant tout paysan. Goodberry, c'est parti. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis ravi d'être ici, à Sainte-Lisaigne. Tu es producteur de Reuilly et de whisky, donc on va en parler. Pourquoi il y a deux sites ? Pourquoi il y a Reuilly et Sainte-Lisaigne ? Pourquoi deux sites ? Puisque le papa était céréalier à la base et il s'est mis à faire du vin il y a plus de 35 ans sur Reuilly. Et donc, on a gardé les deux activités. On en a même lié une troisième depuis 4 ans maintenant. C'est la production de whisky. Donc, on a gardé ces sites historiques, c'est-à-dire un site de vinification et nos vignes à Reuilly, notre ferme céréalière où on produit des céréales et via ces céréales, on produit du whisky. Donc là, on est sur le site de Sainte-Lisaigne avec nos bureaux, notre caveau de dégustation, notre distillerie, nos installations agricoles. Ouais. Et c'était pas possible de mettre la distillerie à Reuilly ? Disons que la distillerie, c'est un travail tout au long de l'année, le chai aussi, mais voilà, mon frère s'occupe plus de la partie céréales et distillerie et moi de la partie viti, donc je fais les allers-retours quotidiens sur Reuilly et on est à 8 km de Reuilly et à la distillerie on peut travailler le week-end, donc on est vraiment à proximité, on habite quasiment sur site. D'accord. Petit, tu participes aux travaux agricoles ? Ouais, petit, on a participé jusqu'à l'adolescence, je pense, et puis après... Je pense qu'on s'en est un peu éloigné parce que quand on commence à être ado, on va aller voir ailleurs, on se promène, voilà. Mais on a toujours eu un intérêt du monde agricole et viticole. Ouais. T'as des souvenirs de cette période-là, quand t'es petit ? Ouais, monter dans les tracteurs, aller dans les champs, monter dans les voitures, aller se promener avec le papa dans les champs, passer une après-midi complète sur un tracteur, puis après conduire le tracteur adolescent tout seul dans un champ. Ouais, ça, c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs qui marquent, ça fait partie de l'ADN familial. Et quand t'es petit, t'as cette notion de reprise du patrimoine familial ou pas du tout ? Pas du tout. Je pense que jusqu'à 10 ans, je voulais être paysan. Ouais. Après, la vigne est venue un tout petit peu plus tard sur le domaine. Papa s'est mis à faire du vin quand on était un peu plus grand. J'avais 14-15 ans, je pense, dans ces eaux-là. Et puis après, on s'en est éloigné, que ce soit Renaud, mon frère, ou moi. On a fait autre chose. Et on est revenu sur le tard, sur l'exploitation. D'accord. On est revenu, on avait entre 30 et 35 ans. Donc, on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses, enfin, des choses avant. Travailler à l'extérieur. Moi, je travaillais dans le milieu du vin, mais sur Bordeaux. Mon frère était dans l'électronique. Et je pense qu'on est revenu. On n'a jamais été forcé par nos parents à revenir, comme dans certains milieux agricoles où tu reviens, tu prends la succession. Nous, on est revenu sur le tard, mais on a fait le tour de ce qu'on avait à voir et on s'est décidé. Ça nous a apporté une vision extérieure du métier et puis la possibilité de découvrir autre chose avant, s'ouvrir un peu l'esprit. Tu participes aux vendanges, j'imagine ? Ouais. T'as des souvenirs de ces moments-là ? Une machine à vendanger retourner dans une vigne la première fois qu'on a vu une machine à vendanger. Ouais. Non, il y a tout un tas de souvenirs, mais ça, c'est vrai que quand ils ont acheté leur première machine à vendanger dans le groupement à Reuilly, ils avaient un groupement. Et la première fois que j'étais la voir, elle était retournée dans les vignes. On s'attendait à la voir marcher. Elle était retournée. Voilà, elle avait été conduite. C'était les premières machines. C'était partie des premières machines il y a 35 ans. Et voilà, c'est un petit souvenir marrant. On en rigole aujourd'hui. Après, je pense qu'ils vont rigoler un peu moins quand c'est arrivé. Et puis après, des souvenirs, de moments dans les vignes, dans le chai. Et c'est là où un jour, je me suis dit, j'aimerais bien étudier l'œnologie parce que le vin, c'est la vigne, puis c'est aussi un travail au niveau du chai.
Donc tu fais tes études ici à Reuilly? Issoudun, Châteauroux, et puis après je suis parti à Bordeaux. Je suis resté plusieurs années à Bordeaux. Et dans le milieu du vin, par contre, toujours dans le milieu du vin. Et voilà, ce qui m'a permis d'avoir un peu d'expérience extérieure et puis de voir ce qui se faisait dans d'autres appellations. Puis j'ai pas mal voyagé aussi pour découvrir d'autres façons de faire du vin à l'autre bout du monde. Ok. Et l'œnologie, c'est la fac, c'est quoi? Non, alors moi j'étais pas en œnologie même, j'étais en BTS, c'était un bac plus 2 après bac, où là on apprend la viticulture et l'œnologie, donc à savoir le travail de la vigne et le travail du chai. On apprend des cours, on fait des stages, on arrive à mettre des noms sur des techniques de travail qu'on appliquait bêtement quand on était jeune, ou voilà, les expériences, et de comprendre un peu plus la partie à la fois biologique, chimique du vin, de la transformation, de la fermentation. Et puis on se forge un peu de bagage avec des stages derrière. Il y a des profs qui te marquent à cette époque-là? Ouais, j'ai quelques profs qui étaient un peu marrants et un peu qui donnaient facilement le savoir, qui transmettaient, qui avaient envie d'aller voir plus loin. Ouais. Ouais, et donc c'était intéressant. Et quel enseignement, toi, tu tires de ces années-là? Après bac, souvent, c'est des amis qu'on garde dans le milieu viticole. En plus, c'est des amis voilà, qui sont devenus aussi vignerons, qui sont rentrés chez eux ou qui travaillent dans des domaines à droite à gauche. Et donc, vraiment une amitié forte. Et puis des souvenirs, des souvenirs de choses, de grands châteaux à Bordeaux, de rencontres, de voyages à l'autre bout du monde. Et Quand tu dis voyage, j'ai été travailler à l'étranger, un peu en Australie, en Californie, j'ai fait un peu de Brésil, où on est ce qu'on appelle des arpètes de chai, on donne des coups de main à l'autre bout du monde. C'était une tendance, et c'est toujours le cas, jeunes après ses études de viticulture, pas mal partent à l'étranger pour voir autre chose. Vendange en hémisphère nord au mois de septembre-octobre et vendange en hémisphère sud en Australie au mois de janvier, février, mars. Donc ça permet de faire deux vendanges la même année, c'est top aussi. Et ils ont besoin de main-d'œuvre de jeunes français ou étrangers qui viennent donner la main et qui ont quand même un peu de bagage et qui permettent de faire les vendanges. Donc souvent on est utilisé au chai. On ramasse pas la vendange, mais on est utilisé au chai pour suivre le travail au chai. Et quand tu arrives en Australie, qu'est-ce qui t'étonne le plus? La coolitude. Non, ils sont cool. C'est Ils vrai sont cool, ouais, ils sont très cool. La vie uniquement autour des côtes, rien au milieu. La vie autour des côtes, des très bons vins. Et puis des stagiaires du monde entier. Donc on s'est retrouvé avec des Sud-Africains, des Américains, des Australiens aussi. Et voilà, dans chaque pays, la culture qui va avec. Donc ouais. Et puis quand on est jeune, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs. Je le conseille aux jeunes d'aujourd'hui. Si vous avez l'opportunité d'avoir une expérience à l'étranger, faites-le. Même question, quel enseignement tu tires de ces voyages à l'étranger, toi? Une ouverture d'esprit, voir autre chose. Apprendre l'anglais aussi, que l'anglais scolaire, c'est top, mais et ça permet d'avoir aussi un bagage par la suite, parce que l'anglais me sert encore pour la partie commerciale. On vend du vin en Europe, on vend du vin aux États-Unis. Aujourd'hui, si on veut s'en sortir en viticulture, c'est le marché français. Enfin, en tant que vigneron, c'est le marché français, puis un peu de marché étranger. Donc, ça quand même, ça sert. Et puis le fait de dire qu'on a voyagé à des importateurs américains, anglais, vous êtes allé où dans tel pays? On a un client dans tel pays, un vigneron dans tel pays, on travaille. Et voilà, ça fait des liens aussi, ça crée des liens. Et puis ça permet aussi au niveau commercial de maîtriser un peu la langue. Et puis quand on reçoit des clients anglais, anglo-saxons qui viennent acheter du vin, ça permet aussi de parler un peu avec eux, de maîtriser l'anglais. On est un peu chauvin sur les vins. Tu penses que les vins étrangers ont la même qualité aujourd'hui? Ouais, il y a des belles choses qui se font à l'arrière. Il y a des beaux terroirs. Il n'y a pas qu'en France qu'on a des beaux terroirs. On a des beaux terroirs. On a beaucoup de choses, un savoir-faire, plus que centenaire en France, en Europe aussi. Mais il faut savoir qu'à l'autre bout du monde, il y a aussi pas mal de colons qui sont partis il y a 3, 4, 500 ans sur certains pays, qui ont colonisé ces pays. Et il y avait beaucoup de Portugais au Brésil, et Portugais et des Italiens qui emmenaient des cépages il y a 300-400 ans et qui ont produit du vin là-bas. Ouais, il y a des terroirs, il y a des sols différents. Il y a quand même aussi une culture du vin. Et aujourd'hui, les consommateurs sont attirés par les vins français. Mais, à l'autre bout du monde, on ne consomme pas que du vin français. On consomme aussi du vin américain, du vin chilien, du vin californien. L'Australien, donc il y a une demande mondiale aujourd'hui et on n'est pas tout seul sur la planète à vendre, à produire du vin. D'accord.
D'accord. Donc avec ton BTS en poche et tes expériences à l'étranger, tu reviens ici? Non, je fais une école de commerce. Je voulais faire du commerce à Bordeaux et je travaille dans le milieu viticole à Bordeaux. Je vends des barriques en chêne pour une belle tonnellerie qui appartenait à une grande maison de cognac. Et puis ça me permet de faire lier deux activités, le commerce et la partie viti en même temps. Donc rencontrer des vignerons en vendant des barriques. Ouais. Je voulais absolument faire du commerce, ça me donne envie. Puis après, j'ai vendu des verres à dégustation pour une cristallerie française, Cristal d'Arc, D'accord. qui avait développé une gamme de verres pour le monde viticole, pour la dégustation. Et voilà, pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Et puis un jour, je me suis retourné. J'ai dit, bah, j'ai peut-être envie de rentrer, voilà, travailler pour moi, rentrer, reprendre quelque chose. Mon frère avait la même envie. Donc, bon, à quelques années près, on est rentré en même temps. Et on a perpétué voilà, l'histoire familiale à notre façon. Et on a développé l'activité céréale, l'activité vigne. Et puis on a porté aussi notre pierre à l'édifice. Il y a 30 ans, mon père se lançait, un peu plus de 30 ans, mon père se lançait dans le vin sans savoir où il allait. Et avec Renaud, on s'est lancé dans le whisky. Et on commence petit à petit voilà, à développer nos gammes et à produire en apprenant tous les jours. La production du whisky et le côté enrichissant de cette aventure, c'est un peu comme le vin, c'est qu'on emmène la production de A à Z et au final on rencontre le client final. Ce qui n'est pas le cas en agriculture où on produit des céréales. Les céréales partent chez des transformateurs pour l'alimentation animale, chez des transformateurs pour l'agroalimentaire, mais on ne sait pas du tout où a fini ces céréales, que là, le whisky et le vin sont deux activités où on rencontre le client final, et ça, c'est une valeur ajoutée à la fois financière, faut pas, voilà, on transforme, donc on garde cette valeur ajoutée au sein du domaine, et puis une valeur ajoutée intellectuelle, on va dire, parce qu'on rencontre, on échange et on explique aux clients ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Et quand tu reviens donc dans le giron familial avec la viticulture, il y a des conflits que ton papa sur le, alors pas sur le métier même, mais sur la philosophie, parce que toi tu as voyagé partout. Il y a toujours des conflits, faut toujours. On n'est pas facile dans la famille Mabillot. Hein, on a tendance à se dire les choses rapidement. Après, on se fâche 5 minutes, mais Ouais. ça revient Ah, rapidement. parce que j'imagine qu'il n'y a pas la même vision, toi, de quelqu'un qui a voyagé en Oui, voyant mais d'autres après, choses. j'avais des grandes idées en rentrant et j'ai aussi réussi à m'adapter et à comprendre que entre travailler pour quelqu'un et travailler pour soi, eh ben, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui change le plus? Ben, il y a le côté financier. Il faut faire attention aux dépenses, il faut gérer des budgets. Ça, j'avais pas l'habitude dans mes anciens métiers voilà. Et puis prendre des initiatives et ça, on les emmène jusqu'au bout. Si on se plante, on se plante. Si ça marche, bah, c'est bien. Et puis après, bah, aussi mettre de l'eau dans mon vin, c'est-à-dire voilà, écouter aussi les anciennes générations, parce que si on a pu s'installer, rentrer avec mon frère, c'est que les parents avaient fait le nécessaire derrière aussi. Donc non, on a porté notre pierre à l'édifice tranquillement, sûrement. Et puis on l'a expliqué à nos parents, parce qu'ils sont toujours là, même à plus de 40 ans. S'ils ont encore besoin de nous dire quelque chose, ils nous le disent. Même si on a mûri, qu'on est parents, bah, ils ne se gênent pas de nous le dire, et ça nous fait une petite piqûre de rappel en se disant ils n'ont peut-être pas tort, il faut y aller doucement, faut gérer l'entreprise en bon père de famille. T'as un exemple où vous n'étiez pas d'accord sur un sujet? Des investissements, ouais, des investissements, acheter du matériel différent. Après, quand on a lancé la distillerie, on avait besoin de l'aval de la famille, parce que c'était quand même un nouveau métier, des financements importants. Mais on avait besoin de cette réponse familiale positive en nous disant allez-y. Et ils nous ont dit voilà, il y a 35 ans, on a fait du vin, on savait pas où on allait. Bah, vous apportez, vous créez quelque chose de vous-même et on vous suit, quoi. On vous suit psychologiquement derrière et on croit en votre projet. Donc ça a été super enrichissant. Après, des histoires où on est en conflit, je pense que s'ils arrivaient dans le bureau, là, je pense que ça pourrait partir en 2 minutes sur un conflit pour pas grand-chose, quoi. Sur un pied de vigne qui est mal entretenu
ou sur un travail qui a été fait dans les champs et mon père l'aurait pas géré comme ça. Donc ça peut partir très vite chez nous. Mais ça passe très vite aussi, ça arrive très vite et puis 5 minutes après c'est passé. C'est ça qui est super intéressant. Quand tu crées un nouveau business, forcément, tu t'es frotté à la compta ou au compte d'exploitation. Tu te formes comment là-dessus? On se forme, on a quand même des comptables, voilà, on est suivi par des comptables toute l'année, on a un cabinet comptable, les banques aussi qui nous donnent des conseils, et puis après, c'est comme toutes les entreprises, il faut y croire aussi, il faut croire en son projet. Alors, on savait on ne partait pas de rien en faisant du whisky, on a une clientèle existante qui était cavistes, restaurateurs qui sont susceptibles de nous apporter la commercialisation, ce qui reste très important. Et puis après, on s'est formé au niveau technique, beaucoup plus mon frère que moi, on s'est formé au niveau technique, production de whisky, il a pas mal bourlingué à aller rencontrer des distillateurs français, des brasseurs français pour apprendre. Et puis après, on est en lien téléphonique avec des laboratoires d'analyse qui peuvent nous aider, des techniciens qui savent distiller. Il y a quand même des formations et des gens qui maîtrisent un peu le sujet derrière et qui peuvent nous donner des retours. Et puis on commence à se former. On est des néo-distillateurs, on va le rester longtemps, mais on est quand même bien encadré. Et puis voilà, il faut croire en son projet. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Et que ça soit dans le vin ou dans le whisky, t'as la culture, t'as la vendange pour le vin ou la vinification, la commercialisation. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Toutes les parties. L'avantage, c'est qu'on sait, avec nos métiers, le matin, on peut être dans les vignes, l'après-midi, on peut charger la voiture pour aller livrer un client professionnel. On peut voir arriver un client dans la cour, donc lui, qui vient chercher du vin, qui connaît le domaine ou qui ne connaît pas, donc lui présenter notre gamme de vins. La partie administrative, parce qu'on embauche du monde, donc il faut être un peu au fait aussi de la législation. Et puis voilà, on a des métiers multitâches. Et c'est ça, on n'est jamais au même endroit et le quotidien est toujours différent. Et ça, c'est quand même un avantage aujourd'hui. La spécificité du vin de Reuilly, c'est quoi? Des vins faciles d'accès, possibilité d'avoir 3 couleurs, blanc, rouge, rosé, donc ça nous donne une gamme de vins. Puis des vins simples, des vins friands sur le fruit, des vins de plaisir à des prix qui peuvent paraître élevés aussi, mais qui sont des prix moyens, abordables, c'est toujours difficile de dire ça, mais des prix qui sont de se faire plaisir, et des vins qui sont efficaces tout de suite. On ouvre, on n'a pas besoin de réfléchir, puis on prend du plaisir en goûtant un Sauvignon blanc qu'on peut associer avec beaucoup de choses, des pinots noirs qui sont sur le fruit, puis des pinots gris, des rosés gris de Reuilly, où on prend du plaisir avec le beau temps. D'accord. Moi, j'aime beaucoup le design de l'étiquette. Sobre. Ouais. C'est une volonté familiale? Alors oui, on a créé des étiquettes il y a 10 ans sur le vin et sur le whisky aussi. On a 2 cuvées en vin où il y a que le nom de la cuvée Mon Cocu. On a une cuvée qui s'appelle Mon Cocu et une autre qui s'appelle La Fierté, le haut de la pente. C'est des étiquettes assez épurées sur ces cuvées-là. On a juste le nom de la cuvée et en dessous on a l'appellation. On a une contre-étiquette qui explique tout le reste. Et le whisky, on a voulu faire la même chose parce qu'on aime les choses épurées, que les gens puissent s'en rappeler aussi, puis qui marque. On a joué sur les couleurs, sur les cuvées de whisky, pas trop chargées. On a toujours une contre-étiquette pour expliquer le travail qu'on fait, qu'on emmène sur le whisky, qu'on emmène le grain d'orge, qu'on le sème, qu'on l'emmène jusqu'à la récolte, et après on le transforme en totalité pour produire du whisky. Donc on l'explique, mais par contre en façade, en faciès, on veut une étiquette assez épurée et puis moderne, et puis qu'on n'ait pas besoin de renouveler dans 5-10 ans, qu'il puisse passer le temps. C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que des étiquettes chargées parfois on s'en lasse, ça c'est mon point de vue. L'étiquette épurée, on n'a pas besoin de se gratter la tête et de se dire dans 5 ans il faut changer la couleur, il faut changer le... Donc ça passe le temps, donc c'est un travail en moins à réfléchir pour nous dans les 10 prochaines années. On sait qu'on va pouvoir acheter des étiquettes en stock et pas les mettre à la poubelle si on les consomme pas. Je trouve la bouteille de whisky très, très belle en tout cas. T'as mis du temps à trouver la bonne bouteille? Ouais, c'est pas évident. Dans le vin, on a pris la suite de notre père, donc on a fait évoluer un projet existant. Dans le whisky, on est parti de zéro, d'une page blanche. Et là, on a regardé, on a fait travailler une agence de communication. Oui, c'était nécessaire pour nous. On est parti d'une page vierge, on avait besoin de... On savait ce qu'on voulait, mais entre savoir ce qu'on veut et concrétiser sur le papier, c'est pas évident. Donc on a expliqué à une agence de communication ce qu'on voulait. Ils nous ont suivis, ils nous ont aidés. Je pense que le résultat n'était pas proche de ce qu'on avait en tête,
Mais ça, pour le concrétiser, il faut quand même des professionnels. Et on s'aperçoit que les agences de com, il y a quand même des matières grises dedans, des graphistes, des gens qui sont à l'écoute et qui nous ont pas mal aidés. C'est comme pour des textes assez compliqués à mettre en place. Il faut que ce soit compréhensible de tous. On a mis du temps, parce qu'on avait 3 ans pour réfléchir. Entre le moment où on a commencé à produire, stocker, il faut 3 ans minimum d'élevage. Mais au bout de 3 ans, on n'était toujours pas prêt. Donc, non, c'était long et c'est toujours une réflexion. Là, on va ressortir des nouvelles cuvées qu'on va jouer. On va garder la même étiquette. La contre-étiquette va juste changer là, au niveau de l'explication. Mais on va jouer sur les couleurs. Mais même choisir une couleur aujourd'hui, on a un arc-en-ciel de couleurs. On a des références couleurs, mais il y en a des centaines de milliers. C'est pas évident de choisir. Et on est 2 à choisir, mon frère et moi. On n'a pas forcément les mêmes goûts, mais on y arrive quand même. Mais c'est un travail, c'est un travail assez long. Et puis, partir de zéro, faut aussi garder des codes whisky, enfin des codes spiritueux. Et donc, faut pouvoir les mettre dessus. Et ça, on n'était pas habitué à gérer, comment dire, ces codes-là. Et c'est quoi les codes? Des volumes, 70 centilitres, ça fait pas 75 centilitres comme pour le vin. Le type de bouchon, on peut mettre des bouchons à vis, des bouchons tête bois, tête métallique avec un cône liège ou pas. Code, il y a les couleurs de whisky. Avant, on travaillait beaucoup sur des couleurs foncées. Maintenant, on travaille sur des couleurs claires en fonction du type d'élevage. Les amateurs de whisky s'attendent plus à avoir des whiskies forcément colorés. Il y a les types d'élevage qu'on va appliquer, ce qu'on appelle des finishes, des élevages en des fûts différents. Le terme single malt, c'est des jus qui sont issus d'une même distillerie. Il y a quand même et puis il y a une législation aussi à suivre. On a une législation européenne. On ne peut pas faire du whisky n'importe comment, n'importe où, si, en France, en Europe, mais il y a quand même une réglementation à suivre. Donc, on s'est formé, on a potassé, on est en lien avec les douanes, parce qu'on a des grosses taxes sur les whiskies, sur les alcools forts en France. C'est très lourd, enfin, énormément taxé. Et on est quand même suivi par les douanes derrière pour que tout se fasse bien. Donc voilà, c'était des nouveaux langages à apprendre, des langages de production aussi. Et puis aujourd'hui, ça roule et on progresse tous les jours et on en apprend tous les jours. Tu dirais que contrairement au vin, le contenant est plus important? Je pense que les deux sont nécessaires dans le whisky. Ouais. Y a un prix de vente qui est assez élevé. Faut donner un coffret aussi. Nous, quand on a commencé à commercialiser, les cavistes nous ont dit surtout pensez à mettre un coffret. C'est pas écologique, on le sait, parce que c'est du carton qui va dans 90% des cas finir à la poubelle. Malheureusement, le carton est recyclable, heureusement, mais malheureusement, le revendeur a besoin, comme me disaient certains professionnels, souvent les bouteilles de whisky partent en cadeau, et pour emballer, il faut un coffret ou un tube, c'est plus facile à emballer qu'une bouteille toute seule. Ça fait partie des codes de whisky. Peut-être que dans 10 ans, les grandes maisons arrêteront de mettre des bouteilles de whisky dans des coffrets, et on suivra la mode. On a essayé de faire un coffret comme un flacon de parfum. Le carton qui va avec, le bel emballage pour séduire la clientèle, et puis aussi le contenu est aussi important. Il faut quand même donner du contenant et du contenu, c'est tout un ensemble. Et le nom Mabillot est presque un logo. C'est pas évident de donner un nom à une marque. Et un jour, les professionnels du whisky, les gens qu'on a rencontrés, nous ont dit mais écoutez, vous avez un domaine, Mabillot, gardez le nom. Et c'est encore plus prendre de risques parce que c'est pas se cacher derrière un nom. C'est un choix, c'est pas se cacher derrière un nom, donc c'est votre nom de famille. Donc c'est un risque, mais c'est aussi un beau pari parce que si ça marche, ça sera assimilé au nom du domaine. Et c'était compliqué de trouver un nom, comment on pouvait appeler ce whisky. Et en fin de compte, on a voulu donner, c'est la famille, c'est l'identité, c'est l'ADN. C'est un peu un triangle, c'est ce que je dis. La ferme céréalière nous sert à produire les céréales. Le domaine viticole nous permet aussi de ramener des fûts parce que le whisky se fait en élevage en fût. Donc on a des cuvées en fût de vin et une fois que ces fûts sont utilisés à Reuilly, on les rapatrie pour mettre du whisky dedans. Et on fait des élevages sur des fûts de Reuilly, des fûts qui ont contenu du vin de Reuilly. Donc c'est un peu tout un ensemble, ça reste agricole. Travail du sol, le terroir, et puis on en fait du vin ou du whisky. Et toi, d'un point de vue organisation, comment tu gères tes journées?
C'est au jour le C'est jour. au jour le jour. Bah oui, ça dépend de ce qu'on a, du courrier qu'on reçoit, du travail qu'il y a à faire dans les vignes, dans les champs. Alors on est une super équipe aussi avec qui on travaille, nos salariés qui sont là quotidiennement et qui font un boulot génial, enfin génial, voilà, qui sont là aussi pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et on a une bonne équipe, je pense, aujourd'hui, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais les journées, il n'y a pas de journée type ici, il n'y a rien de... Il n'y a rien de type, alors c'est ça qui peut être marrant, parfois fatigant, mais ça fait partie voilà, d'un travail de paysan vigneron et maintenant distillateur. Et de chef d'entreprise. Oui, alors j'aime pas trop le mot de chef d'entreprise, on reste des paysans avant tout, mais c'est vrai que c'est une entreprise qu'on fait tourner. Ouais. Petite entreprise qu'on fait tourner et il faut qu'elle tourne. Quel était le discours, votre discours avec ton frère, à l'ensemble du personnel, de l'équipe, quand vous avez décidé de faire du whisky? C'est une façon de pérenniser l'exploitation, parce que c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui, que ce soit en céréales, sur des cours mondiaux, sur des changements climatiques pour la vigne. Donc la vigne, on peut produire une année 100, et puis l'année d'après, s'il fait très mauvais, trop de chaud, trop de pluie, on peut produire 50. Donc c'est compliqué de trouver et d'égaliser des rentrées financières, et ça permettait là on est plus sur un schéma agro-industriel. En whisky on dépend pas du temps, à part la production de l'orge, mais on a quand même assez d'orge, on en produit assez, on garde qu'une petite partie de ce qu'on produit pour le whisky. Donc ça permettait aussi de garantir des revenus, voilà, de partager un peu les risques, plus stables, voilà, et puis de se dire voilà, tout le monde est payé à la fin du mois, et c'est aussi le but. Et payer l'ensemble du personnel, rembourser les structures financières, les banques, et puis après continuer à pérenniser la structure et puis la faire évoluer. Tu le sens, le réchauffement climatique? On sent le réchauffement climatique dans le sens, oui, où on a de plus en plus de coups de chaud. Ouais, on se retrouve avec des périodes où on aurait besoin d'eau, on ne l'a pas. On n'en a pas. Des périodes où l'été, oui, quand il fait très chaud, le raisin grille. Oui, on sent un changement depuis plusieurs on va dire dizaines d'années. Enfin, moi, ça fait 14 ans que je suis rentré. Oui, on a vu quand même une évolution ces 15 dernières années. On parle beaucoup de vin bio en ce moment. T'en penses quoi, toi, de cette notion? On applique beaucoup de concepts bio dans les vignes. Voilà, moi j'utilise pas mal de purin d'ortie, de prêle pour dynamiser la vigne, pour apporter quelque chose, parce que c'est de la plante qui retourne à la plante. Il faut un minimum de production, c'est quand mieux on peut perdre des rendements. Alors oui, il y a quand même des pertes de rendement, parce que les années compliquées, il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser. On travaille les sols depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'on ne désherbe plus nos vignes. On est enherbé entre chaque rang pour limiter l'érosion des sols. Donc on applique beaucoup de choses. Après, est-ce que mettre du cuivre à outrance dans les vignes, pas à outrance, mais mettre du cuivre, c'est pas mieux que de mettre des produits chimiques, même si c'est des faibles doses. Cuivre, c'est quand même un produit assez. Voilà, il y a des choses bien, il y a des choses à prendre, qu'on prend. Voilà, on a aujourd'hui, nous on applique beaucoup de choses sur le domaine. Et voilà, je suis pas fermé. Je pense qu'on n'est pas loin. Peut-être qu'un jour on passera au label, mais c'est pas l'objectif premier. Quand vous commencez le whisky, vous mettez beaucoup de temps à trouver la bonne cuvée? La bonne recette, ouais, c'est assez long, parce qu'il y a plein d'étapes dedans où on peut faire varier le goût du produit final. Voilà, il y a ce qu'on appelle le brassage. La première étape, c'est le brassage. On va sortir la première étape d'une bière, c'est-à-dire une première fermentation. On va sortir des jus à 8 degrés d'alcool. Donc là, on peut donner un style, un whisky. Après, il y a le type de distillation qu'on va appliquer. Et puis il y a tout un tas de petits paramètres qui vont rentrer en compte. Des levures, l'utilisation des levures. Il faut savoir qu'on utilise des levures pour faire fermenter des mous à 8 degrés d'alcool. Ça ne fermente pas comme ça. Et puis après, il y a l'élevage, le type d'élevage en fût. Le temps d'élevage qui peut intervenir. Et puis l'orge, nous on utilise notre orge, mais on pourrait se fournir chez des malteurs qui nous fournissent du malt, donc de l'orge maltée. Il y a tellement c'est un peu comme dans le vin, faire un whisky, c'est un peu comme dans le vin, on peut interagir sur tout un tas de petites choses qui font qu'au bout, le goût du whisky, le goût du vin va varier. Par contre, ton whisky, ça varie moins d'une saison à l'autre. Oui, parce que l'effet terroir, on ne l'a pas de la même façon. Nous, on va jouer sur notre orge.
Après, notre orge va changer de champ. Je peux dire, on a 10 types de sols différents sur l'exploitation. Et les champs d'orge vont changer. Puis l'année, on a quand même des années, si la céréale va changer, on n'a pas les mêmes taux de protéines, tout un tas d'analyses, de critères qui peuvent changer. Après, gustativement parlant, ça reste un alcool distillé, donc il y a quand même plusieurs étapes. Contrairement au vin, on récolte d'un terroir. Je veux dire qu'il y a moins d'impact terroir et météo sur le whisky, à mon avis, que sur le vin. Beaucoup moins. Comment tu choisis les appellations des cuvées ? Alors nous, on est parti on s'est rendu compte qu'en dégustant, que ce soit des vins, des whiskies, il y a des fois les noms chez certains collègues, même chez nous, hein, les gens s'en rappellent pas forcément, les noms des cuvées de vin. Moi, je déguste des vins, je connais le nom du propriétaire, ou je vais me rappeler du nom du domaine, mais pas forcément de la cuvée. Ouais. Alors, on a voulu mettre un nom de cuvée comme sur les whiskies. Donc le nom des whiskies, aujourd'hui, on en a 4. Il y a les Dordan, Artry, Tortigalloise et Bellevue. Ça correspond à une référence cadastrale agricole de nos terres. Voilà, chaque champ a un nom, voilà, sur le cadastre, ça s'appelle Bellevue. Donc on a quand même pas mal de références cadastrales. Donc chaque cuvée aura un nom de référence cadastrale, une couleur qui lui sera associée et un type d'élevage. C'est-à-dire qu'Artry, on aura toujours l'étiquette bleue. Et derrière, ça sera associé à un élevage en fût en chêne américain. Donc comme ça, personne... Si elle revient au domaine en nous disant je vous ai acheté une bouteille il y a un an, comment ça s'appelait ? Je sais plus. C'est pas grave. La couleur, je sais plus. Le type d'élevage chêne américain, c'est du Artry ou vice versa. Quelle couleur c'était ? Ah, la bleue. Bon voilà. Alors on a quand même voulu donner le nom d'une cuvée qui se rapporte au type de sol qu'on a, au type de champ, quand même, pour donner cet ADN agricole, pour bien expliquer qu'on produit de A à Z. Mais on voulait mettre une couleur associée parce qu'on s'aperçoit que les gens se rappellent quand même des couleurs, peut-être plus facilement que des noms des cuvées, parce que parfois, moi, il y a des noms de cuvées, mais même chez nous, je peux le comprendre. Tortigalloise, c'est une cuvée un peu violette, l'étiquette est violette. Le fût, on l'a mis violette parce que c'est un élevage de 3 ans en fût de Pauillac. Pauillac, c'est une appellation Bordeaux, au nord de Bordeaux, en rouge. Donc voilà, on a rapporté un peu cette couleur lit de vin sur l'étiquette. Et donc voilà, Tortigalloise, je pense qu'à l'autre bout de la France ou même dans le Berry, les gens Tortigalloise vont pas forcément s'en rappeler. Mais on a quand même voulu donner ce petit signe propre à l'exploitation. Les gens s'en rappellent pas, mais ils vont peut-être se rappeler de l'étiquette, de la couleur de l'étiquette et du type d'élevage. Ouais, il y a quand même une démarche marketing qui est importante. Oui, on fait du marketing. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça fait partie des choses. Je pense que on peut faire des très grandes cuvées. Si on ne fait pas un peu de commerce et de marketing derrière, on peinera à les vendre. À part si on si on a le nom d'un très grand château bordelais ou d'un grand domaine bourguignon, on reste des petits producteurs. Et pour marquer l'esprit des gens, faut quand même séduire. Donc, ouais, on fait du marketing et du commerce derrière. On a eu la chance d'être bien suivi au niveau communication en local, donc la presse nous a fait des beaux articles en local. On avait une clientèle établie, donc quand les clients commandent du vin depuis 3 ans, on leur dit on va sortir des whiskies, donc il y en a qui attendaient aussi. On a eu cette chance, c'est d'avoir une clientèle en vin, donc on travaille quand même en local et à l'autre bout de la France, on travaille quand même avec des restaurateurs, des cavistes et des particuliers qui ont vu le projet évoluer, qu'on voit tous les ans, des clients qui passent au domaine, qui nous connaissent depuis des années. On leur a fait visiter la distillerie parce qu'on fait facilement visiter aux clients qui viennent nous voir la distillerie. Donc ils étaient contents de venir prendre des nouvelles. Et puis pareil pour les clients professionnels, ils étaient contents à chaque fois qu'on les avait au téléphone ou quand ils venaient nous voir de dire c'en est où. Donc on a eu une bonne médiatisation, on va dire départementale, locale, et puis des clients qui ont fait du beau aussi pour nous, qui ont apprécié le produit. Et puis quand les gens apprécient, ils en parlent autour d'eux. Donc voilà, après le but aussi c'est de se déplacer un peu plus loin maintenant, d'aller séduire des clients, des nouveaux clients, et puis des anciens qui veulent déguster maintenant. Donc ça va être on a commencé un peu à tourner avec des gens qui nous revendent dans certains secteurs, d'aller les voir et de faire des tournées commerciales pour développer l'activité tranquillement. D'accord, super. Donc tu bosses avec ton frère. Ouais. Quel est l'avantage et l'inconvénient de bosser à deux ? L'avantage, c'est qu'on est différents. Donc, on a réussi à se répartir facilement les rôles. On a des caractères complètement, pas dire opposés, mais comme on dit dans le Berry, il y a des causeux et des faiseux. Moi, je suis un causeux, mon frère est un faiseux. Voilà, non, mais je le dis ouvertement. Voilà, il y en a un qui s'occupe plus de la partie prod. Après, l'autre s'occupe
un peu plus du commerce, c'est comme ça, on s'est réparti des tâches comme ça, en fonction des affinités qu'on a avec le travail aussi. On peut pas avoir tous les deux le même boulot, c'est plus compliqué. Par contre, on est capable d'intervenir tous les deux sur ce que fait l'un et sur ce que fait l'autre. Mais on s'est réparti les tâches comme ça. Après, c'est aussi compliqué de se dire en famille certaines choses, mais on y arrive, voilà. Et puis il y a quand même, voilà, la volonté de poursuivre une activité familiale qui avait été développée par le papa, et puis les grands-parents aussi, et certainement les arrière-grands-parents, enfin pas certainement, mais sur la partie céréales. Puis il faut savoir qu'autour d'Issoudun, il y avait de la vigne, donc il y avait forcément un peu de vigne, pas forcément du reuilly, mais on faisait du vin autour d'Issoudun, donc il y avait de la vigne dans toute la campagne issoldunnoise. Ouais. Donc non, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients de travailler en famille, mais c'est la même chose que quand vous êtes salarié, que vous allez travailler au bureau, et d'avoir un collègue, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, il y a des jours où on est bien luné, il y a des jours où on est moins bien luné. Bon, c'est la vie, hein, et puis on a quand même une chance aussi de travailler en famille. Ouais. Et avec tes enfants, tu leur parles du domaine, de ce que tu fais ? Oui, mais je pousse pas du tout... Alors, la consommation, il ne faudrait pas que ça soit mal pris, mais non, à leur dire, voilà, ils sont jeunes, et puis les enfants de mon frère aussi, donc s'ils veulent s'intéresser, voilà, on fera la même chose qu'on a fait avec nos parents. Faites ce que vous voulez, si un jour il y a besoin de revenir, revenez si ça vous plaît, on fera le nécessaire pour vous faire revenir. Mais si vous pouvez aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est toujours bien d'aller voir, quand on est jeune, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Puis s'ils ne sont pas intéressés, on a encore quelques années à faire, nous, de notre côté, avant d'y réfléchir. D'accord. Mais non, on les pousse pas, on a envie qu'ils s'épanouissent. Alors, ils viennent régulièrement, ils sont là, ils savent ce qu'on fait, ils savent ce qu'on produit, voilà, mais on veut surtout pas les pousser à quoi que ce soit. Ils ont d'autres choses à penser, voilà, l'école, les activités. Et puis, par contre, voilà, on leur apprend quand même à nous aider, à nous donner des petits coups de main, et à leur mettre la main à l'étrier sur le travail, sur la question de travail, de dire, voilà, vous venez nous donner un petit coup de main. Je vais livrer des clients, venez avec moi, vous porterez un carton. Voilà, c'est des petites choses, c'est pas grand-chose, mais au moins la notion de travail, ça, on tient cette notion-là, et qu'on essaie de leur inculquer cette notion de travail. Et que tout n'est pas facile tous les jours. C'est une notion familiale ? Un peu, ouais, ce côté-là. Après, voilà, je pense que quand on a la chance d'évoluer dans des milieux où il y a une petite PME, de l'artisanat, on voit souvent les enfants qui donnent un coup de main. Ça fait partie du... c'est une chance, donc voilà, si on peut inculquer cette chose-là, et on essaie de le faire. Mathieu, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions. Un petit quiz rapide. Est-ce que tu aurais un livre ou un film à nous conseiller ? C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Film que t'as bien aimé. Je dois aller voir. J'ai mon fils qui était très petit. Il a été attiré par le film Oppenheimer. Donc, je dois aller le voir. Ouais, il paraît qu'il est bien ficelé. Voilà, donc peut-être un peu pro-américain d'après ce que j'ai compris, mais bon, ça explique un peu l'histoire, ce qui s'est passé. Donc je vais aller le voir. Il me tanne, il a 8 ans, il me tanne pour aller le voir ce week-end. Donc voilà, après film, non, pas forcément. Oppenheimer, ça me va bien. Ouais, bon, je vais le voir, je l'ai pas vu encore. Un aliment idéal pour accompagner un verre de reuilly ? Une douzaine d'huîtres. Moi, j'adore les huîtres. Alors, c'est pas forcément local. Après, des petits crottins de chèvre. Les fromages de chèvre, ça passe super bien à l'apéro avec un blanc ou même un rouge. Ok. Voilà. Et puis, ça reste local. Ok, ça me va. L'endroit idéal pour déguster un whisky Mabillot ? Chez moi, avec ma famille. Ou un repas de famille, parce que la famille, c'est ce qui est quand même assez important dans la vie, et j'en reviens au fait que on a des enfants, et on les a pour la vie, comme dit mon père, même à plus de 40 ans on vous supporte encore, parce qu'ils habitent juste à côté du domaine, donc je pense que mes enfants, on va les supporter, et puis ça fait partie de la continuité, quoi. Okay. Donc en famille, dans notre maison tout simplement, ou dans différents lieux dans le Berry, parce que le Berry est joli, au milieu des vignes. Hier j'étais livré à la Châtre, c'est magnifique, on a quand même des beaux paysages. On a des beaux paysages dans le coin, et on va
va pas se plaindre, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour aller se dépayser. Un dernier conseil pour apprécier un vin? Être absolument avec des gens que vous appréciez en face. Et non, mais c'est vrai que le vin, on peut boire des grandes bouteilles si on est avec des gens qu'on n'aime pas. Je trouve que ça fait pas le même effet que boire un vin simple, efficace, un bon vin, hein, mais un vin qui plaît et quand on est entouré de copains ou de famille. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai eu l'occasion de déguster des grands vins dans des endroits où j'étais pas à l'aise. Voilà, dans des grandes dégustations, où là, ouais, on sait que c'est une belle bouteille, on la déguste, mais c'est encore mieux quand on la déguste, voilà, avec une bande de copains ou la famille, avec un bon repas autour. Et voilà, et toujours accompagné de quelque chose qui fait plaisir à manger. Un vin tout seul, c'est bien, mais avec un repas derrière ou avec un apéro derrière, c'est encore mieux. Et puis je vous dis, voilà, une bande de copains, c'est pas évident. C'est pas évident de déguster des belles bouteilles quand vous avez pas envie de le faire, quoi. Parce que les personnes que vous avez autour de vous vous intéressent pas. Voilà. Après les vins, il en faut pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Et non, j'ai pas de conseil, prendre du plaisir. Et ça sert à rien d'avoir un langage soutenu dans le milieu du vin. Il y a plein de clients qui nous disent mais je sais pas parler du vin, mettre des noms sur des arômes, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Se dire, voilà, il était bon. Je n'ai pas le vocabulaire en face, mais il était bon. On a passé un bon moment et on a bien mangé avec. Et là, je pense que le pari pour le vigneron, il est réussi. Parce qu'il a réussi à faire un vin qui a donné un moment de plaisir, à un moment donné, dans un espace d'un instant, à un couple, à des gens. Voilà. Ouais. J'avais fait un podcast, un épisode avec Serge Leclerc, qui est producteur de Valençay. Et il me disait, le meilleur vin, c'est celui qu'on aime. Ouais, tout à fait. Puis c'est celui où la bouteille est finie, quand on a fini de remplir les verres, et on se gratte pas la tête à se dire il s'est ouvert, il s'est pas ouvert. Moi, c'est ce que je dis, quand la bouteille est finie, qu'on s'en est pas rendu compte, qu'on a mangé, qu'on a échangé, mais même pas sur le vin, et qu'on se dit tiens, on va s'en remettre un verre. Il y en a plus, on va rechercher une bouteille, la même bouteille, et on se dit là le pari est réussi. Parce qu'on n'a pas besoin de tergiverser sur se dire là il est fermé, il va s'ouvrir, oui mais trop froid, trop chaud, hop, on serre des verres, on est 5 ou 6, on met une bouteille avec modération, mais si 7 convives, on peut vider une bouteille, un verre, ça fait à peine un verre, et qu'on se dit il n'y en a plus, on va chercher la deuxième pour en mettre un fond de verre. Et là, on se dit que le vigneron, il a gagné son pari parce que le vin, voilà, il a été bu et puis les gens ne s'en sont même pas rendus compte. Bon. Top. La prochaine personne que je devrais inviter sur le podcast? Tes questions sont compliquées. Prochaine personne à inviter sur un podcast, je voudrais pas. Moi, j'adore bien manger, un restaurateur. Je ne veux pas donner de nom parce qu'on travaille avec beaucoup de restaurateurs. Mais trouve-toi un restaurateur, un mec qui cuisine, un vrai cuisinier. Il y en a quelques-uns dans le coin. Voilà, je pense à plusieurs personnes avec qui on travaille, qui ont des mains en or et qui font encore de la belle cuisine. Et il y en a quelques-uns dans l'Indre. Et je veux surtout pas en citer parce que tu me diras c'est des gens avec qui on bosse. Et je les apprécie tous avec leur style de cuisine différent. Et je pense à eux qui ont des métiers qui sont pas faciles, qui se décarcassent tous les jours avec des beaux produits locaux et qui mettent les mains dedans. Voilà. Okay, super. Dernière question rituelle, Mathieu. Quel est ton endroit préféré en Berry? Endroit préféré en Berry, à Sainte-Lisagne, parce qu'on fait partie de cette commune-là. Je suis né là, vous voyez, je suis parti quand même plusieurs années, je suis revenu là, donc ça fait partie des lieux. Alors là, on est entouré de céréales. Quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils nous disent parfois c'est moche, c'est des plaines céréalières, mais on est né ici et voilà, c'est un de mes. Après, il y a plein d'endroits magiques dans le Berry. Il y a des endroits magnifiques. Je pense à Gargilès, c'est super joli, c'est dans le Berry. Je me trompe pas, je pense pas. On est bien dans le Berry et Gargilès, c'est un petit village magnifique. Mais après, il y a plein d'autres endroits magiques dans le Berry et c'est vrai que le fait de travailler beaucoup en local avec des cavistes, restaurateurs, on livre beaucoup nos clients professionnels. Et on arrive dans le Berry, dans tout type de pays. C'est vrai, des paysages céréaliers, des paysages viticoles, des paysages de bois. On a une région assez diversifiée. Et puis, là où on est né, c'est quand même, ça fait partie de l'ADN. Donc,
Alors voilà, je peux dire Sainte-Lizagne parce que c'est ma commune, j'y suis tous les jours, c'est là où je suis né, où je suis né, là où j'ai vécu, donc c'est des souvenirs. Et comme ça, au moins, je pénalise personne en disant Sainte-Lizagne. Non, ça fait. Il y a un endroit précis à Sainte-Lizagne que t'aimes bien? Le plateau, on est situé, on a vu sur les plaines céréalières. Alors à Reuilly, on a des beaux coteaux. Mon caucus est sur un beau coteau, un beau petit coteau qui donne sur l'Arnon. Et là, on est sur une plaine céréalière assez vallonnée. C'est pas une plaine plate, on va dire. Il y a quand même des petits vallons et on voit loin, loin. Et ça fait partie, de cet ADN qu'on a. Moi, je suis fils de paysan, à la fois céréalier. Mon père a connu l'élevage. On n'en a plus ici. Mais ça, c'est. Ah, vous faisiez de l'élevage aussi? Les parents faisaient de l'élevage, les grands-parents faisaient. Enfin, mon père, non, mais mes grands-parents faisaient. Ma grand-mère faisait des fromages de chèvre, il y avait des vaches, comme dans beaucoup de fermes à l'époque. Donc, ça fait partie de notre ADN de paysan. Et puis, peut-être que les enfants diront un jour, on fait du whisky, ça fait partie de notre ADN. Ouais, c'est peut-être ça la continuité. Peut-être qu'un jour, s'ils veulent revenir, nous diront, après 30 ans de whisky, ils diront peut-être on a repris l'ADN familial, la distillerie on l'a toujours connu. Ouais, Donc c'est drôle. c'est peut-être qu'une boucle sera bouclée comme ça. Ouais, okay. Puis peut-être qu'eux amèneront leur pierre à l'édifice aussi, si autre chose. soit mes neveux ou mes enfants s'y reviennent sur le domaine. Ok, super. Merci infiniment. Merci Mathieu, à toi pour cette conversation inspirante. Et puis on retrouve le site qui est très bien fait, je trouve aussi. Ouais, on essaie de faire quelque chose de clair, d'expliquer notre travail au maximum. La façon la plus simple possible. Puis qui est assez sobre et qui est, je trouve, très classe. On est dans la sobriété. Merci Mathieu. Merci à toi. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir le très beau site du domaine Mabillot sur internet et surtout à Sainte-Lizagne. Découvrir aussi la gamme de Reuilly et de whisky et toujours à consommer avec modération. Merci à tous les auditeurs qui mettent des étoiles et des pouces sur les plateformes et qui partagent les posts des réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du côté de Bourges avec un invité surprenant et inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et soyez curieux.